Bon, merci à tous d'avoir répondu à cette invitation pour cette conférence de presse. Donc, je suis François Mandin, président de l'APAD nationale, Association pour la promotion de l'agriculture durable, et également agriculteur dans le sud Vendée, autour du Marais Poitevin, en agriculture de conservation des sols depuis 25 ans. D'abord, je vais faire un peu la présentation, ceux qui sont autour de moi. Donc, monsieur Olivier Mével, enseignant universitaire à l'Université de Rennes, c'est ça. Monsieur Jean-Pierre Sartou, enseignant-chercheur à l'ENSAT et à l'INRAE, maintenant on dit de Toulouse. Florence Richard, agricultrice en Deux-Sèvres et en agriculture de conservation des sols. Donc, cette conférence de presse, c'est l'occasion pour nous d'annoncer le lancement d'un label agriculture de conservation des sols. Et vous êtes ici en prévision du salon, parce que le lancement officiel se fera au salon, mais on trouvait intéressant de pouvoir vous le présenter en amont pour que vous puissiez poser toutes les questions. Donc, l'intervention va se passer en deux temps. On va tout d'abord essayer de développer ce qu'est l'agriculture de conservation des sols. Je suppose que beaucoup savent ce que c'est, mais il nous semblait important de faire un point. Pourquoi, ça c'est Jean-Pierre qui le fera, pourquoi nous, association d'agriculteurs, on a voulu lancer ce label au cœur des sols. Olivier Mével, spécialiste du citoyen des consommateurs, interviendra pour la présentation d'un sondage qu'on a souhaité faire pour comprendre l'intérêt de nos concitoyens à une offre, à une proposition nouvelle d'agriculture. Et Florence et moi-même, on réexpliquera de façon plus concrète en quoi la labellisation, comment ça se fait sur le terrain, comment ça s'est passé chez Florence, et moi je vous expliquerai quelles sont les grandes règles du référencement. Ce que je vous propose, c'est qu'on déroule un peu, vous gardez vos questions, vous les notez, si vraiment il y en a des urgentes, on les prendra, et on laissera toute la deuxième partie de la conférence de presse pour répondre à vos questions. Ça vous va? Bienvenue. Alors, donc, je vous l'ai dit, je suis François Mandin, président de l'APAD nationale, agriculteur en Vendée. L'APAD, c'est un réseau d'associations. On est actuellement 14 associations d'agriculteurs réparties sur l'ensemble du territoire français. Ces associations régionales ont le même objectif, c'est de travailler, de mettre en commun, de former des agriculteurs autour d'une nouvelle voie pour l'agriculture que l'on appelle l'agriculture de conservation des sols. Ce sont donc ces groupes qui sont regroupés au niveau national, qui construisent le conseil d'administration de l'APAD nationale. Et c'est donc l'APAD nationale qui a été missionné par les régions pour proposer et lancer un label autour de l'agriculture de conservation des sols. Alors, qu'est-ce que c'est l'agriculture de conservation des sols? Plutôt que ce soit moi, agriculteur, qui l'explique, on a trouvé intéressant que ce soit un chercheur, un spécialiste de ces notions-là, qui puisse l'expliquer avec des mots, ses mots à lui. Je te passe la parole. Très bien. Merci François. Bonjour à tous. Donc oui, Jean-Pierre Sartou, enseignant-chercheur, je suis prof en agronomie, agroécologie à l'INP ENSAT. Et je travaille maintenant depuis un petit peu plus une petite dizaine d'années sur l'agriculture de conservation, mais pour en étudier la facette santé des plantes. Est-ce que meilleur état de santé du sol, donc a priori conféré par l'agriculture de conservation des sols, ça permet d'avoir des plantes en meilleure santé, donc de faire des économies de produits phyto. Voilà, mathématiques de recherche. Alors, étant donné que je l'enseigne depuis pas mal de temps, l'agriculture de conservation, eh bien, j'ai pris quelques diapos de mes cours. Alors, l'agriculture de conservation, c'est, effectivement, peut-être que vous le savez déjà, 3 piliers. Mais vous allez voir, alors, les 3 piliers qui sont reconnus par la FAO, c'est, en premier, le non-travail du sol, en deuxième, un sol toujours couvert, c'est l'ordre de ces 3 icônes-là, et en 3, rotation allongée. Eh bien, moi, je les présente différemment, donc je mets en 1 le numéro 3. Et je l'explique très rapidement pourquoi. Parce que si on ne commence pas par mettre en place les piliers numéro 2 et 3 de la FAO, donc commençons par le plus facile,
Et c'est pratique, puisque, étant donné que c'est le plus facile, tous les agriculteurs peuvent s'y mettre. Le premier pilier pour moi, c'est allonger la rotation. Et je vais le dire différemment, c'est augmenter la diversité des cultures au niveau de la ferme. Et cette diversité des cultures, il faut l'avoir dans le temps et dans l'espace. Dans le temps, eh bien, on retrouve la rotation. Et dans l'espace, augmenter la diversité des cultures dans l'espace, c'est mettre des cultures de différentes espèces ensemble dans le même champ. D'accord ? Donc il faut favoriser la diversité des plantes que l'on souhaite voir pousser dans les champs, que ce soit les cultures de vente ou les cultures intermédiaires. Donc voilà, ça c'est le premier pilier, tous les agriculteurs peuvent s'y mettre. Pourquoi est-ce qu'il faut commencer par ça? C'est le plus facile et c'est un levier très puissant pour améliorer la fertilité des sols. On améliore la fertilité des sols si jamais on se lance, un agriculteur se lance à ne plus travailler le sol alors que son sol n'est pas prêt, n'est pas en bon état, il court à l'échec. Donc avant de lui dire le pilier le plus important c'est d'arrêter de travailler le sol, eh bien non, il ne faut surtout pas lui mettre ça en tête. Il faut lui mettre en tête d'abord d'améliorer son sol. Ça c'est capital. Et le plus simple c'est augmenter, faire de la diversification végétale dans le temps et dans l'espace. C'est le premier pilier. Deuxième pilier, sol toujours couvert. Sol toujours couvert par des plantes maîtrisées, c'est-à-dire on retrouve les cultures de vente ou les cultures intermédiaires, c'est-à-dire les couverts végétaux, donc des plantes maîtrisées ou leurs résidus. On voit bien les résidus à la surface du sol, vous voyez, ces débris à la surface du sol, on appelle ça du mulch ou un paillis. Bon. Les résidus restent à la surface du sol le plus longtemps possible. Il faut couvrir le sol par des végétaux vivants maîtrisés ou leurs résidus le plus longtemps possible durant chacune des 4 saisons de l'année. L'idéal, c'est 365 jours par an, mais pour l'instant, on n'y est pas encore, puisqu'on continue à travailler un petit peu le sol. N'oubliez pas, on est toujours dans la phase d'amélioration de la qualité du sol. C'est quelque chose de processus plus ou moins lent, mais qui n'est pas instantané. C'est un processus dynamique. Et c'est important d'ailleurs de couvrir les sols. Pourquoi ? Parce que c'est les débris qui sont à la surface du sol, c'est des réserves d'énergie. Donc c'est la ressource trophique, c'est l'alimentation de tout un tas de bestioles qui sont à la surface du sol. Et vous allez voir que ça, c'est le début d'une chaîne alimentaire. Donc ces débris qui se dégradent à la surface du sol, c'est le début d'une chaîne alimentaire dont toute la biodiversité va profiter. Et deuxième intérêt, c'est qu'en ayant ce mulch, le sol ne chauffe pas. En été, le sol ne chauffe pas, parce qu'un sol qui chauffe, c'est un sol qui perd de l'eau. Et les chiffres, j'ai pas mis les chiffres, hein, mais grosso modo, j'ai fait le calcul qu'au bout d'une semaine, avec les chiffres que l'on a, au bout d'une semaine de perte d'eau, parce que le sol chauffe s'il n'est pas couvert, on perd la quantité d'eau qui est nécessaire pour la fabrication d'1 tonne de matière sèche à l'hectare. Donc si on perd cette eau en été, c'est un potentiel de production d'1 tonne de matière sèche en une semaine simplement. Donc multipliez ça par X semaines, vous voyez le potentiel que l'on perd en termes de production de matière sèche. Voilà, au bout d'un certain nombre d'années, 2, 3, 4 ans, le sol s'est amélioré et c'est là qu'on peut parler. Alors c'est le premier pilier pour la FAO, moi je le mets vraiment en dernier. Il faut bien que les agriculteurs comprennent, c'est le dernier à mettre en place, une fois que le sol s'est amélioré. Alors il y a des critères très précis, hein. Il y a des critères très précis pour savoir si on peut se permettre d'arrêter le travail du sol ou pas. C'est une histoire de ratio, c'est un ratio entre matière organique et argile. Matière organique toute seule, ça ne veut rien dire. Il faut regarder la matière, la richesse, la teneur en matière organique par rapport à la teneur en argile. Bon, je ne vais pas plus loin, ça serait un peu compliqué, mais on a des indicateurs précis pour savoir quand est-ce qu'on peut mettre en œuvre ce troisième pilier. Bon voilà, ça c'était vraiment pour décrire très rapidement ce que c'est que l'agriculture de conservation des sols. Maintenant, on va voir les bénéfices que ça apporte à l'agriculteur et à la société. Alors on commence par des bénéfices apportés justement à la société, puisqu'il s'agit pour commencer
d'une aide à la lutte contre le réchauffement climatique. Lorsqu'on laisse au sol des débris organiques et que l'on arrête de travailler le sol, que l'on permet aussi à des plantes de pousser 365 jours par an, on fabrique beaucoup de biomasse, et quand on laisse cette biomasse sur le sol, et qu'on ne travaille plus le sol, donc, les vers de terre, toutes les bestioles du sol, rentrent tout ça dans le sol. Ça descend tout ça, ça décompose, et ça fabrique de l'humus. Si vous travaillez le sol, vous faites le contraire. Si vous travaillez le sol, vous déstockez. Vous déstockez, on minéralise l'humus du sol, et c'est du CO2 qui s'en va. Donc on aggrave l'effet de serre quand on travaille le sol. En agriculture de conservation, on fait exactement l'inverse. On stocke du carbone, on lutte contre le réchauffement climatique. Vous voyez, plus 50%, plus 400% de carbone stocké dans le sol. Donc, il y a vraiment un très très gros potentiel de stockage de carbone. Ça va de 300 kg à plus d'une tonne. Aujourd'hui, les derniers chiffres, c'est plus d'une tonne. Jusqu'à 1 mètre. Au Brésil, ils ont trouvé du stockage de carbone à 4-5 mètres de profondeur. Et en fait, 5 mètres, ils ne peuvent pas dire plus, tout simplement parce que le bras de la pelle s'arrête à 5 mètres. Mais vous voyez, les racines, en fait, je l'ai vu, on voit les racines qui continuent à descendre en dessous. Bon, ils ont des sols plus profonds que la moyenne de nos sols. Hein. D'accord. Autre intérêt, vous voyez, 10 à 50% de diminution des émissions de gaz à effet de serre. C'est variable, 10 à 50%, parce que c'est justement fonction du nombre, de l'ancienneté du système à l'ACS. Plus un système est bien mené et est ancien, plus il va permettre de limiter ses émissions de gaz à effet de serre, et notamment de détruire le méthane, de faire en sorte que le protoxyde d'azote soit beaucoup moins émis qu'en système de travail du sol. Par contre, les systèmes jeunes à l'ACS peuvent émettre plus de N2O, mais les jeunes. C'est pour ça qu'il est important de réaliser que c'est un processus dynamique. Au bout de quelques années, l'émission de N2O devient plus faible en ACS qu'en travail du sol. Mais même dans les systèmes jeunes, si on regarde tous les gaz à effet de serre, et même s'il y a plus de N2O en ACS qu'en travail du sol, le pouvoir de réchauffement global de tous les gaz, il est plus faible en ACS qu'en labour. Et ça, c'est très 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 important de le dire. Et concernant le CO2, vous voyez, étant donné qu'on ne travaille pas le sol, on fait beaucoup d'économies d'énergie, eh bien on émet environ 60% de CO2 fossile en moins. Bien. Concernant maintenant un autre intérêt important, là, un autre paramètre important, la biodiversité. Tout à l'heure, je vous disais qu'il est important de laisser les débris organiques à la surface du sol pour qu'ils se décomposent. C'est le début, c'est la ressource trophique d'alimentation de plein de bestioles, c'est le début d'une chaîne alimentaire. Eh bien, ça crée des habitats à toutes ces bestioles, les oiseaux en profitent. On a démontré qu'en ACS et labour, enfin plutôt en ACS, comparativement à d'autres systèmes, en ACS, on favorise la biodiversité, la vie faune, et notamment des insectes, des oiseaux qui se nourrissent d'insectes, de graines, d'adventices, qui sont à la surface du sol. Étant donné que le sol n'est plus travaillé, tout ça, ça reste disponible à la surface du sol pour les oiseaux. Donc on favorise des oiseaux qui actuellement sont en train de décliner. Eh bien, en ACS, on observe l'inverse. On favorise ces oiseaux-là parce que ça reste à la surface du sol. Au bout de 3 ans, 80% des graines d'adventices ont disparu en ACS parce que mangées. Alors qu'en travail du sol, on les met au frigo une fois avec un labour. Vous voyez, on les met au frigo, elles sont bien préservées au fond. 2 années après, on retravaille, ou l'année d'après d'ailleurs. On travaille le sol, on les remet à la surface, elles regerment. Alors qu'en ACS, on ne touche plus le sol. Au bout de 3 ans, 80% a disparu. Donc on a beaucoup moins de levées d'adventices à l'ACS. Bon, petit à petit, les pérennes se développent. Petit à petit, les adventices pérennes se développent. Voilà pourquoi on utilise des moyens pour détruire ces pérennes-là. Et ce sont des herbicides. Mais effectivement, l'agriculture de conservation utilise des herbicides. Retenez, écoutez bien ça, on va le revoir après. Dans les systèmes ACS bien conduits, même si ces herbicides sont indispensables,
on arrive à utiliser moins d'herbicides qu'en système labour. Ça aujourd'hui c'est démontré. D'accord, c'est un levier, un moyen chimique indispensable, d'accord. Mais bien pratiqué, on utilise moins d'herbicides qu'en système labour. Bien. Alors les vers de terre, ben évidemment c'est l'emblème, d'ailleurs c'est l'emblème du logo ACS, au cœur des sols, du label. Il y a beaucoup plus de vers de terre dans les systèmes ACS, vous voyez, de 2 à 8 fois plus. Et ça c'est très très important, ils fabriquent les galeries pour la circulation de l'air et de l'eau. Donc, on va le voir, les parcelles à ACS sont capables d'accepter des chutes d'eau, des pluies fortes, beaucoup plus facilement que les systèmes en labour. Parlons de l'eau, justement. En ACS, grâce à un sol qui est beaucoup plus cohérent, il y a une beaucoup plus grande stabilité structurale des agrégats. Si vous voulez, les agrégats sont... Les particules fines de sol sont collées les unes aux autres avec des colles biologiques fabriquées par les champignons, par les bactéries. Le sol, les agrégats ont une très forte cohésion. Résultat, 90% d'érosion hydrique en moins. Et étant donné, grâce à ce mulch à la surface du sol, grâce à cette cohésion des mottes de terre, des petites mottes de terre des agrégats, même s'il pleut fort, la porosité de surface reste ouverte. Donc l'eau de pluie passe, et l'eau de pluie rentre dans les sols. Et en plus dans les sols, toute cette vie du sol, vers de terre et tout ce qui est plus petit, notamment la microfaune, les protozoaires, les petits nématodes, crée de la mésoporosité. Et l'eau utile aux plantes, elle est stockée dans la mésoporosité. Donc non seulement l'eau rentre plus facilement dans le sol au lieu de ruisseler, mais en plus elle est mieux stockée dans le sol. Résultat, c'est que la capacité hydrique, le potentiel hydrique des sols est amélioré, la capacité de rétention hydrique est améliorée. Donc l'efficience des pluies est améliorée. Et quand l'efficience des pluies, ou comme l'efficience des pluies est améliorée, eh bien, les parcelles ont moins besoin, et les agriculteurs ont moins besoin de recourir à l'irrigation. Revenons aux produits phytosanitaires. Très rapidement, les plantes sont en meilleure santé. Et je vous l'ai dit, je travaille là-dessus. Très rapidement, les plantes sont en meilleure santé, donc très rapidement, on voit moins de maladies, moins d'insecticides. Beaucoup d'agriculteurs en ACS, au bout de peu d'années, 3, 4, 5 années, sont capables de diviser par 2, par 3, par 4, parfois d'annuler, j'en connais beaucoup, d'annuler, vous entendez bien, l'utilisation, de ne plus utiliser insecticides et fongicides. C'est la vérité, et en plus, non seulement on le voit sur le terrain, mais c'est publié. Il y a beaucoup de publics qui le démontrent. Je reviens aux herbicides. On ne vend pas de rêve. On ne vend pas de rêve. L'ACS, la vraie ACS, n'a pas réussi à faire sans herbicides. Je vous l'ai déjà dit. Mais je le répète, on arrive, grâce au couvert, qui limite les mauvaises herbes, les agriculteurs arrivent, et ça aussi c'est démontré, à utiliser moins d'herbicides qu'en labour. Ça c'est vraiment important de le réaliser. Concernant l'alimentation, eh bien, il y a un très fort potentiel de production d'un point de vue quantitatif. Lorsque le système tourne bien, on produit autant qu'en labour. Dès lors qu'il y a des contraintes climatiques qui s'exercent, et ces contraintes climatiques elles vont devenir de plus en plus fortes, stress hydrique, excès d'eau, les parcelles qui fonctionnent bien, vous commencez à comprendre pourquoi, la stabilité structurelle des agrégats, l'eau qui se stocke mieux, etc. Les cultures en ACS résistent mieux à ces aléas climatiques forts. Mais ça, c'est largement démontré. Ce qui fait qu'en contexte de stress hydrique, on a une amélioration, une augmentation de la productivité quantitative par rapport au labour. Et on a des publications qui montrent des augmentations en contexte de stress hydrique de 80, 100 et même 120% par rapport au labour. Maintenant, d'un point de vue qualitatif, quelle est la qualité de la denrée du blé ou du sorgho, ou ce que vous voulez, du soja? Pour l'instant, il n'y a pas de travaux scientifiques là-dessus, pas de résultats scientifiques. On commence à avoir des indications, ce sont des coopératives qui font des analyses pour comparer produits issus de l'ACS, produits issus d'autres systèmes. Les indications qui commencent à sortir, c'est que la plupart du temps, il y a amélioration, meilleure teneur en protéines,
en vitamines, en minéraux, etc. Mais je le répète, ça reste à confirmer par les travaux scientifiques. Et je pense qu'on arrive à la fin de ce petit exposé. Je vous remercie pour votre attention. Merci Jean-Pierre. Il me semblait que c'était plus intéressant que ce soit scientifique qui explique au moins les principes et les résultats. Mais si on est là aujourd'hui, c'est que nous, de façon un peu empirique, on les observe, ces résultats, notamment sur les oiseaux, notamment sur la biodiversité des sols. Et aujourd'hui, les 1000 agriculteurs qui représentent nos associations régionales, c'est parce qu'ils sont rentrés dans un processus permanent d'amélioration et de réussite qu'ils sont dit, c'est maintenant qu'il faut qu'on porte, qu'on aille plus loin dans la reconnaissance et dans la valorisation de nos pratiques. C'est parce que, à la fois des chercheurs, des scientifiques démontrent la réalité de ce qu'on voit, qu'il nous semble normal de poser sur la table cette nouvelle agriculture que l'on porte. Et donc, les agriculteurs ont vu qu'autour d'eux, les acteurs économiques, les acteurs politiques se posent des questions autour de l'adaptation de l'agriculture aux différents changements, les changements climatiques, mais aussi la demande particulière des citoyens envers l'environnement et l'agriculture. Et il nous semblait que cette agriculture, c'était un lieu où on pouvait réconcilier l'acte agricole, la production agricole et l'environnement. Mais ça, c'était un sentiment pour nous. Et on s'est dit, plutôt que de lancer un projet de label tout seul dans notre coin, autant s'appuyer sur une vraie vision. Pour les Français, quel est l'état des lieux de l'agriculture aujourd'hui, comment ils l'aperçoivent, et si on leur fait une nouvelle offre autour de l'agriculture de conservation des sols, eh bien, comment ça serait perçu? Et on a demandé à Olivier de faire ce travail pour nous, de dire c'est quoi la photo aujourd'hui de la perception de l'agriculture française et comment les Français prendraient, comment ils réagiraient à une nouvelle offre portée par des agriculteurs dans cette volonté de réconcilier environnement et agriculture. Donc je vais laisser la parole à Olivier. Il faudrait que tu fasses un FN quelque chose. Ah, il y a toujours un problème technique, ça fait partie du jeu. C'est comme en agriculture, il y a ce que disent les scientifiques et la réalité de ce qu'on vit. Voilà, eh bien super. Bon, mais je te donne la parole. Merci François, et merci Jean-Pierre. Après les sciences vivantes, sciences végétales, on va passer aux sciences humaines. Et donc, effectivement, avec une enquête qui a été commandée par la PAD, relativement à 3 parties importantes. Lorsque j'ai rencontré François et ses équipes, je leur ai tout de suite dit l'agriculture de conservation des sols ne peut pas faire l'objet d'un développement séparé du contexte actuel. Il y a un contexte, et ce contexte, il n'est pas très mesuré. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a un an, lors des élections au Champ d'agriculture, on parlait beaucoup d'agribashing, et je suis constamment interrogé sur cela, constamment interrogé sur ce contexte qui fait que les citoyens français aujourd'hui ont une image, et laquelle de leur agriculture. Et donc, on s'est proposé dans une première partie de ce sondage d'établir un état des lieux, si possible complet de la situation. Dans un second point, je vous présenterai finalement quels sont les besoins et les attentes aujourd'hui des Français vis-à-vis de l'agriculture de conservation des sols. Et dans une troisième partie, on s'intéressera au positionnement de ce label ACS aujourd'hui vis-à-vis des attentes. Alors, quand on parle de perception de l'agriculture française par les citoyens, encore faut-il que notre méthodologie soit complète. Alors, la PAD était particulièrement exigeante, mon cher François, en termes de méthodologie, parce qu'on a conduit l'étude sur 1500 personnes. 1500 personnes par Access Online Panel, c'est-à-dire la méthode la plus moderne. Les gens répondent finalement chez eux quand ils ont le temps, ils sont saisis, on leur descend un questionnaire numérique et puis tranquillement, au moment où ils l'ont choisi, ils répondent sans pression. Donc c'est pas du tout du face-à-face. C'est au contraire la même méthode qu'on utilise aujourd'hui dans toutes les démarches vis-à-vis des consommateurs. Alors après ce préambule méthodologique, tout de suite, finalement, cette première question qu'on leur a posée sur l'image de l'agriculture française face à l'environnement, pour vous, l'agriculture française est plutôt une agriculture traditionnelle respectueuse de l'environnement, 47,2% seulement dirage.
Une agriculture intensive néfaste à l'environnement, pour l'ensemble de notre panel, 42% vont répondre effectivement que l'agriculture intensive est néfaste à l'environnement. C'est une énorme surprise. Je regarde les chiffres et chaque fois auparavant, je m'exprimais, je disais souvent que bon, l'agri-bashing était le fait de quelques-uns. Puis on a vu la violence monter, des gens descendre finalement, des paysans détracteurs, et je disais, mais la violence est limitée à quelques individus radicalisés. Oui, sans doute. Par contre, l'état d'esprit général a changé, et je me demande même si quelqu'un reconduisait cette étude dans un an, on ne s'apercevrait pas que de mois en mois, la situation est en train de bouger, et il ne s'agirait pas, à l'aube de l'ouverture du Salon international de l'agriculture, que l'on ne se trompe pas, et à savoir que je pense que la situation est peut-être non plus sous contrôle, n'échappe à tout contrôle, parce qu'il y a un marketing de la peur, visiblement, qui est à l'œuvre. Alors cette image très mitigée de l'agriculture française face à la préservation de l'environnement pose question. Mon métier, pour moi, c'est d'observer les citoyens et les consommateurs en agri-agroalimentaire, puisque je suis spécialiste du marketing, c'est de mesurer. Si on ne mesure pas, on ne peut pas savoir. Cette première slide nous donne une tendance, et on a un outil très précis qu'on appelle le Net Promoter Score, c'est-à-dire qu'on pose une question, on fait un petit peu comme vous, quand Booking.com vous demande de finalement noter votre chambre d'hôtel. Si vous notez 9-10, c'est que vous avez été promoteur, tout a été parfait, depuis l'accueil jusqu'au petit déjeuner le lendemain, et à au revoir et merci, à la prochaine fois. Maintenant, quand on pose cette question sur une échelle de 0 à 10, quelle est votre perception de l'agriculture française face à la préservation de l'environnement? Réponse, il y a 59% de personnes qui vont noter entre 0 et 6. 59% de détracteurs. 33% de neutres. Ceux qui notent 7, ce sont des neutres négatifs, 8 plutôt positifs. Et il y a 33% de personnes indécis, il s'agit de convaincre. Mais avec quoi? Avec quoi? Et puis, il y a seulement 8% de promoteurs. 8% de personnes seulement qui finalement s'expriment en tant que promoteurs d'une agriculture soucieuse de l'environnement. Donc ça confirme le précédent slide, c'est-à-dire il y a une image négative aujourd'hui de la relation entre l'agriculture française et la préservation de l'environnement. Cette image n'est pas née d'aujourd'hui, elle vient d'un processus. Elle vient aussi, sans doute, d'un manque de dialogue, sans doute du fait que aujourd'hui l'agriculture est dans un coin de l'appartement, et puis les citoyens habitent de plus en plus loin de cet appartement. Et malheureusement, les tiers de confiance qui devraient gérer cette relation ne sont pas toujours aujourd'hui animés par les meilleures intentions. Alors, immédiatement derrière, on a envie de se poser la question des enjeux. C'est-à-dire, parmi les enjeux évoqués ci-dessus, et on leur a proposé une série d'enjeux, quels sont les 3 enjeux les plus importants pour vous? Et on voit bien que le respect du bien-être animal, aujourd'hui, est une réalité. C'est-à-dire que dans notre étalier de lieu complet, on n'est pas que sur le végétal, on embarque avec nous finalement toute la perception qu'ont les citoyens de l'agriculture et de l'élevage, et c'est le respect du bien-être animal qui s'impose, et tout de suite après, à quasi-égalité, la diminution de l'utilisation des pesticides, bien entendu. Ensuite, décalage important, 3e position, on voit la protection de la santé en produisant des aliments sains. Un lien de l'aspect santé pour les consommateurs est très important. Et puis, quelque chose de rassurant aussi, c'est-à-dire qu'on voit que le revenu des agriculteurs, le partage de la valeur ajoutée, c'est quelque chose qui leur importe. Un peu comme si nos concitoyens comprenaient que sans partage juste de cette valeur ajoutée, il n'y a pas d'investissement possible vers un futur meilleur en agriculture. Et enquête après enquête, et je vois sonder entre 80 000 et 100 000 personnes chaque année à travers différents sondages, c'est vrai que les consommateurs aujourd'hui nous parlent du revenu de l'agriculture, et notamment les métropolitains. Donc finalement, 2 enjeux, le bien-être animal et la diminution de l'utilisation des pesticides à presque 40%. 4e slide que je vous présente et qui a trait finalement aujourd'hui aux efforts finalement que l'agriculture française a fait, suffisants ou pas suffisants, pour répondre aux enjeux des sociétés suivants. Alors on a 3 points qui drainent finalement le plus de voix.
La productivité, la compétitivité dans le prêt agricole, ça les Français considèrent que c'est un acquis. Les volumes sont là. Juste derrière, la production d'aliments savoureux et ont du goût. Les Français le reconnaissent également. C'est après qu'en fait ça se corse. Ça se corse parce que s'aperçoit que la protection de la santé en produisant des aliments sains, 48% seulement d'opinions positives. On voit bien que ça rejoint la première question. Et puis derrière, sur la diminution de l'utilisation des pesticides, ils ne sont pas convaincus. Il n'y a pas une majorité sur ces sujets-là. Sur la diminution des antibiotiques en élevage, dos à dos pesticides pour le végétal, avec finalement les antibiotiques en élevage. Il y a doute. Il y a doute et le doute est élevé parce que moi je m'attendais à des résultats plutôt positifs à 65-70%. Mais non, alors ils vont encore plus loin quand il s'agit du revenu des agriculteurs, et ils n'y croient pas. Il n'y a pas assez d'efforts pour ça. Et ça, c'est un message aux industriels, c'est un message aux grandes surfaces, c'est un message à tous ceux aujourd'hui qui n'autorisent pas finalement la valeur ajoutée à revenir aux agriculteurs, aux éleveurs. Et puis, le bien-être des agriculteurs. Certains même nous parlent de mieux-être des agriculteurs. Ça leur importe parce que tout ce qui concerne aujourd'hui la sociologie agricole et notamment le suicide chez les agriculteurs a un fort impact et entre en résonance avec la volonté du consommateur de faire du bien à l'agriculteur. Un doute également sur la transmission des fermes aux générations à venir et puis sur les tracteurs, les machines cultivables, il y a un non faible opinion positive. On voit bien que les Français sont dans le doute. Ils sont dans le doute et quand on vient leur poser une question simple, est-ce qu'aujourd'hui, pour vous, il y a compatibilité entre agriculture et protection de l'environnement? C'est important. Qu'est-ce qu'ils disent par rapport à ça? Finalement, c'est rassurant, il n'y a que 1,7% qui jugent ça incompatible. 76%, 77%, vous jugez qu'il y a compatibilité totale entre l'agriculture et puis finalement l'environnement, mais à condition de changer leur pratique. C'est-à-dire qu'il y a une demande, il y a une demande entre eux. Elle est là. Elle est là et c'est elle qui nourrit finalement le doute. Changez vos pratiques. Alors, c'est compatible car les agriculteurs sont déjà respectueux de la nature, 1 sur 5. On retrouvera ces 20-25% tout au long de l'enquête qui constitue le socle de confiance aujourd'hui de l'agriculture. Mais 20-25%, le socle n'est pas suffisant. Un résultat qui ne va pas peut-être vous étonner, mais qui, pour moi, est totalement déraisonnant. La question, à part l'agriculture bio, connaissez-vous des formes d'agriculture qui prennent soin de l'environnement? On pourrait rester presque une journée à faire un cours, cher Jean-Pierre, sur une slide pareille, parce qu'ils nous répondent non. Pratiquement 70% des gens qui nous disent qu'à part la bio, ils ne connaissent aucune autre forme d'agriculture, aucune autre forme de système de production. Résultat, aujourd'hui, on peut se dire qu'il y a des gens qui ont répondu oui. On y reviendra peut-être. Et on dit oui, n'apparaissent en aucun cas les signes officiels de qualité, n'apparaissent en aucun cas les valeurs environnementales. On a de l'agriculture raisonnée pour, 40%. On a de la permaculture. Et on a en fin de compte derrière des réponses un peu quasi ésotériques. Il n'est jamais sain pour un label de rêver seul parce qu'on a besoin de se benchmarker par rapport à d'autres. Pour la bio, la situation rappelle celle du label rouge dans les années 80 et 90 qui était tout seul sur un seul pilier marketing qui était le goût et on sait ce qu'il en est advenu. Alors sur une échelle de 0 à 10, on leur a demandé là encore sur un Net Promoter Score de nous dire quel niveau de confiance ils accordent aux agriculteurs français. Ils vont être sévères, là encore. 8% de promoteurs, 47% de détracteurs et une masse de neutres colossale. Colossale. C'est dire aussi l'échec de tous ceux qui parlent à ces citoyens. Pourquoi ces citoyens sont indécis? Pourquoi ils ne sont pas résolument promoteurs de notre agriculture? Pourquoi ce doute qui s'est visiblement installé
de manière très profonde aujourd'hui dans toutes les couches. Le sondage a été mené sous quota représentatif de l'ensemble de la population française. Nous n'avons laissé personne de côté. Et l'ensemble des titres croisés nous montrent que tout le monde est touché. Alors bien sûr, derrière, les associations militantes pour l'écologie dénoncent parfois violemment les agriculteurs et toutes les pratiques. On appelle ça depuis un moment l'agribashing et on a été tenté de demander aux citoyens ce qu'ils en pensaient. Voilà leur réponse. On s'aperçoit que derrière, près de 65% des citoyens répondent que ces attaques sont excessives. Mais c'est vrai qu'ils doivent changer leurs pratiques vers plus de prise en compte de l'environnement. C'est rassurant, mais en même temps, la demande, elle est là, elle est rémanente. Ce n'est pas normal de s'en prendre à eux, car ce sont eux qui nous nourrissent, 25%. Le quart, le 1 sur 4, le 1 sur 5 permanent, on soutient. Et le reste est évaporé. C'est normal de les dénoncer, car ils vont polluer pendant des années, il faut que cela cesse, 10%. Le bulletin de note est très sévère. Le bulletin de note est sévère, mais il faut le voir. Il faut le voir en face et se poser la question de se dire, aujourd'hui, est-ce qu'il y a un espoir? Eh bien, quand on leur dit, mais finalement, est-ce que vous vous sentez concerné par les efforts des agriculteurs qui essayent de mettre en place de meilleures pratiques pour l'environnement de votre région? Aussitôt, les Français réalisent. Oui, je suis prêt à les soutenir, 85%. Les Français ressemblent à des amoureux conduits par l'agriculture. Ils ont été conduits. Ils ont été conduits, mais ils restent amoureux. Ils restent dans le souvenir de cette belle histoire. Et dès qu'on leur rallume un peu la flamme, en leur disant que ça va aller mieux, qu'il y a quelque chose de vertueux qui arrive, aussitôt ils se rejettent dans les bras des agriculteurs. Mais pour l'heure, effectivement, ils appellent l'agriculture au parloir en disant « Agriculteurs, levez-vous, nous avons besoin de vous parler ». Alors évidemment, la question essentielle, quand on a la responsabilité de la direction de la femme, cher François, c'est de savoir est-ce qu'il y a des besoins et des attentes particuliers des consommateurs. La réponse est oui. Regardez cette réponse qui est tout à fait étonnante. Avez-vous déjà entendu parler de l'agriculture de conservation des sols? Réponse non à 49%. Et il y en a qui disent oui, mais ce n'est pas très clair pour moi. 48%. C'est une injonction qu'on appelle nous transitoire en marketing. C'est-à-dire qu'en fait, les gens vivent parce que le nom leur parle de savoir ce qu'il y a derrière. J'ai eu les mêmes résultats il y a quelques années avec le bleu blanc cœur. Et on sait là aussi si on est devenu du bleu blanc cœur. Voilà, c'est pareil, les gens veulent savoir. C'est-à-dire qu'en fait, derrière, il y a un travail de notoriété, de pédagogie qui sera réalisé, alors bien sûr, pour leur expliquer ce que c'est, mais on voit qu'ils veulent savoir, ils sont curieux. Normal, pour l'instant, il n'y a qu'un système de production qui règne en maître la bio. Et il vous aurait sans doute qu'il y ait autre chose. Là, à nouveau un Net Promoter Score pour mesurer, finalement, quel est votre intérêt pour ce type d'agriculture? On leur a décrit en quelques lignes seulement, 5 lignes pour décrire l'ACS. Si vous avez écouté Jean-Pierre, je n'ose pas imaginer ce que vous aurez entendu. Mais en 5 lignes derrière, on voit bien, pour une fois, on a des promoteurs qui dépassent les détracteurs. 34% de promoteurs, allez, 19%, 20% de détracteurs. Des neutres toujours, c'est normal, on ne peut pas convaincre tout le monde, une seule fois, mais ça fait rien. On a du monde et on a des personnes qui sont prêtes à s'enrôler autour de l'ACS. Sur les enjeux qui touchent aujourd'hui l'agriculture de conservation des sols, c'est certain que la préservation de la biodiversité, c'est celle qui touche le plus, surtout les 26-35 ans. Les 26-35 ans sont très touchés par la préservation de la biodiversité. Les hommes de 55 à 65 ans s'intéressent, eux, à la préservation de la qualité de l'eau. Et puis, les 16-35 ans, et surtout les femmes, s'intéressent à la lutte contre le réchauffement climatique. Il y a que c'est très clairement segmenté. Chacun, finalement, selon son genre, selon son âge, s'intéresse à 3 aspects majeurs dont il a été question dans l'intervention précédente. Donc finalement, on a des enjeux. On a aussi cette question rémanente, est-ce qu'on pourrait, grâce à l'ACS, avoir un antidote? C'est-à-dire, est-ce qu'on pourrait penser
que l'agriculture de conservation des sols est un motif de réconciliation avec les citoyens. Oui, nous disent les Français, fort oui chez les plus de 55 ans, à presque 63%. Non, car les Français n'ont rien contre eux, la vieille machine ne concerne qu'une poignée de personnes non représentatives, 35%. Donc on voit là aussi que finalement l'enjeu pour la CS, au-delà des sciences de l'ingénieur, c'est aussi de jouer son rôle de réconciliateur. Alors si on doit positionner l'agriculture de conservation des sols, bien entendu que se pose la question de savoir finalement est-ce que ce label est pertinent, est-ce qu'il est attendu. Et là on leur a posé directement la question avec une seule réponse possible. La réponse, c'est oui et normal que les éleveurs, que les agriculteurs bénéficient de la juste valeur ajoutée des efforts produits de leur ferme. 48%, surtout des femmes, plus les CSP moyennes. Puis vous noterez, c'est 25%, plutôt des hommes, des CSP plutôt inférieurs, qui répondent oui, je leur fais confiance pour adapter leur réalité de terrain aux enjeux environnementaux et sociétaux. Tout à l'heure, je vous disais que dès qu'il y a un motif pour faire confiance, l'amoureux est conduit refait. En fait, il a été conduit durement, mais la relation a dû être très solide à un moment donné. Elle est là dans l'imaginaire, et on peut la travailler. Donc il est normal pour les Français de voir porter la démarche ACS par les agriculteurs eux-mêmes. Et puis vous voyez qu'ils ne font pas tellement confiance finalement aux institutions, l'État, aux collectivités territoriales pour porter cette ATS qu'ils considèrent comme une démarche d'agriculteurs. Alors on a essayé avec Sophie, on leur a montré, on leur a fait des petits montages, on leur a proposé des farines dans la filière longue, la filière céréale. Bien souvent, le produit final est totalement anonyme et on a organisé finalement une mise en anonymat souvent de cette farine. Maintenant, on a levé l'anonymat à travers l'ACS et en levant l'anonymat, on leur a demandé est-ce que finalement ça fait sens pour vous et vous accepteriez de payer un peu plus cher. Et là, les prix psychologiques sont étonnants, entre 5 et 10% plus chers, et ils nous disent oui, car la démarche mérite d'être soutenue. On voit qu'elle fait sens pour eux, et c'est ça qui démarre toujours une démarche faite, mon cher François, c'est-à-dire que l'ACS est reconnue par un contenu. Et nous, en marketing, quand il y a un contenu, c'est bon signe. Parce que quand on a un contenu, on va acquérir une image. Et quand on a un contenu, une image, généralement, on va derrière acquérir tranquillement de la notoriété. C'est le principe des labels qui fonctionnent. Alors évidemment, derrière, on a mesuré ça et on s'est posé la question finale et centrale, à savoir des agriculteurs qui souhaiteraient labelliser leur ferme pour faire reconnaître l'agriculture de conservation des sols afin de réconcilier agriculture et environnement, mais aussi agriculture et citoyens. Les encouragerez-vous à poursuivre dans leur projet de création d'un label dédié à l'ACS. Et là, ils viennent vers vous naturellement. 40% de promoteurs, soutien encore plus fort chez les femmes et les plus de 55 ans, et on n'a plus beaucoup de détracteurs. Toujours des neutres à 45%, mais ça c'est parce qu'on n'a pas beaucoup de notoriété, parce que l'image n'existe pas encore, mais c'est le contenu qui juge. Il juge que le contenu est sain. À partir de là, on peut dire que le label est bien né. Merci Olivier. Vous voyez que le travail qu'on a demandé à Olivier était complet. Il y a d'autres informations complémentaires évidemment lors de l'étude, mais en tout cas, nous, je vous avoue qu'au sein du réseau de l'agriculture de conservation des sols, ça a été une joie, mais surtout une confirmation que ce qu'on pressentait, ce qu'on sentait dans nos fermes, comme idée, ce qu'on voulait porter autour de ce label, il y avait une vraie confirmation, un vrai besoin de la part de nos concitoyens. Et donc, je pense que ça confirme, première chose, nous, agriculteurs, nous sommes le tiers de confiance qui pouvons poser sur la table cette nouvelle voie pour l'agriculture française en partant de nos réalités. Et le référentiel qui a été construit, je vais vous expliquer comment un petit peu il a été fait, il est parti de cette réalité. C'est la réalité des agriculteurs qui construit le cadre dans lequel va se situer le label au cœur des sols. Alors pour pouvoir concrètement le mettre en œuvre, on a eu la chance d'avoir un appui du ministère de l'Agriculture,
qui nous a dit allez-y, identifiez, réfléchissez à ce qui serait ce cadre-là pour vous agriculteurs. Ils nous ont soutenus. Et on a missionné un groupe d'agriculteurs d'une quinzaine dans le secteur où est Florence pour partir de leurs préoccupations, de ce qu'ils souhaiteraient avoir. Donc le cadre, c'est les agriculteurs ne veulent plus de cahier des charges, d'interdictions, d'obligations administratives, de remplir des papiers, ça c'est sûr. Parce qu'ils sont prêts à avoir un référentiel autour des résultats qu'ils portent. Et le principe de ce label, c'est mettre en œuvre des résultats. On a vu avec Jean-Pierre que ces résultats sont liés au mode de production de l'agriculture de conservation des sols. Donc ce sont ces 3 piliers qui servent pour garantir les résultats. Et pour pouvoir rentrer dans un processus, parce que vous avez compris, Jean-Pierre nous l'a expliqué, mais nous on le voit tous les jours, c'est un long cheminement, et c'est un cheminement qui n'est jamais fini, d'améliorer son sol pour améliorer ses résultats environnementaux et économiques. Le label s'appuie sur ce qu'on peut appeler un permis à points. Chaque élément constitutif du label concourt à avoir des points. Les 3 premiers piliers, évidemment, sont essentiels pour pouvoir rentrer dans le label. Je le rappelle, c'est pas de travail du sol, couverture permanente des sols et diversité des espèces. Sur ces 3 éléments-là, on a à la fois un engagement complet de résultats avec une marge de fonctionnement. Exemple, on sait que pour la couverture des sols, l'idéal, ça serait que ça soit 12 mois sur 12, mais la réalité pour les agriculteurs, elle se situe plutôt entre 10 mois et 11 mois. Et donc, on a fait ce travail-là sur le terrain. Les agriculteurs ont essayé de réfléchir, des éleveurs, des céréaliers, pour construire ces balises sur tous les éléments. Donc, aussi bien pour le travail du sol, on a pris en compte les problèmes liés à l'agriculture industrielle, par exemple. On sait que quelqu'un qui fait des pommes de terre, à un moment donné, il y a un des piliers qui met en jeu, eh bien, il va perdre des points, mais si ça correspond à un petit pourcentage de sa surface, ça lui permet quand même de rester dans le label au cœur des sols. Et pour pouvoir confirmer également ce fonctionnement, on a rajouté des éléments qui nous paraissent constitutifs de l'engagement qu'on porte. Parce que quelque part, ce qu'on propose, c'est presque un... Je ne sais pas comment il faudrait l'appeler, je sais qu'Olivier souvent parle de cahier éthique, mais c'est, nous agriculteurs, on met sur la table ce qu'on fait de façon transparente envers le citoyen et évidemment, on espère plus tard, le consommateur. Et donc, il y a tout un tas d'éléments dans nos pratiques qu'on rajoute, qui vont être, l'enregistrement de l'impact environnemental de nos pratiques, mais on le fait en groupe. Exemple, regarder l'état structurel du sol, regarder l'évolution de la dynamique, de la diversité des vers de terre, regarder la réalité d'impact de ces pratiques sur la biodiversité. On met en œuvre également des analyses de matière organique. On a compris que c'est le stockage de la matière organique qui est le carburant du système. Et donc les agriculteurs s'engagent à suivre leur évolution de leur matière organique, qui est un élément central. Et ça, c'est le cœur. Sur les questions de l'ensemble de l'usage des intrants, c'est-à-dire les outils qui servent à faire l'agriculture, eh bien, en plus de la transparence normale des pratiques qui seront sur la table, il y a un engagement de continuer à se former tout le temps, notamment pour la réduction de l'usage de la chimie, qu'elle soit une chimie d'origine biologique ou une chimie d'origine artificielle, c'est-à-dire qu'on voit l'importance d'être toujours dans un processus d'amélioration continue. Ça, c'est un enjeu très important. On prendra également en compte des éléments de la biodiversité, que sont les haies, que sont la présence de ruches, tous les éléments qui sont identifiés pour un agriculteur comme étant positifs dans cette démarche, je le répète, de réconciliation entre mon acte de production et la protection environnementale. Évidemment, d'autres données sont là, c'est-à-dire que dans la durabilité de l'agriculture, c'est aussi une question de revenus et aussi on va dire de résilience pour nos agriculteurs, et donc de plaisir à faire l'agriculture. J'insiste là-dessus parce que souvent, en agriculture, on sait que c'est un métier qui est perçu comme étant avec beaucoup de contraintes, mais il y a un côté engagement humain. Et notre label
souhaite mettre ça au cœur de son engagement, que les hommes qui le pratiquent puissent retrouver une dynamique, imaginer un avenir possible, ça fait partie. Et ce permis à points, il sert justement à regarder le chemin qu'on a fait, mais aussi regarder ce qu'on peut toujours faire. Et donc, c'est absolument pas un cahier des charges fermé, c'est bien un référentiel ouvert. Et pourquoi aujourd'hui on le fait? Je l'ai déjà dit, je le répète simplement, il nous paraît aujourd'hui, et l'enquête le montre, que c'est aujourd'hui qu'on est prêt, que nos concitoyens sont en demande envers l'agriculture, et donc il nous paraît important. La deuxième raison, on voit des acteurs économiques qui comprennent qu'il y a des enjeux de consommation, il y a des évolutions de perception, on vient de les voir, et donc commencent à venir vers nos réseaux pour pouvoir en faire une activité économique nouvelle pour eux. Et là, on porte avec cette label l'ambition de replacer les agriculteurs au cœur de la valeur ajoutée dans leur acte de production. On a compris qu'il était illusoire de se partager une valeur ajoutée. La valeur ajoutée, ça se construit, et nous, on la construit, et elle doit être reconnue à la sortie des fermes. Et ça, c'est un pilier pour nous, et c'est quelque chose qui est extrêmement important. Alors évidemment, on va me dire, mais comment on va faire pour vendre du blé sous label? Notre première démarche, c'est d'abord de labelliser les fermes. Ce ne sont pas les produits qui sont concernés, ce sont les fermes. Et pourquoi les fermes? Parce que ce sont les hommes et les femmes qui travaillent, qui doivent être reconnus dans leur acte de production. Le produit n'est qu'une conséquence de l'engagement des hommes et des femmes. J'insiste là-dessus parce que c'est quelque chose de très important. Et dans la question posée aux citoyens sur la relation environnement et agriculture, sur les problèmes, sur le terrain, rien que pour faire notre métier, on voit qu'il y a un enjeu très important. C'est l'homme, les femmes qui seront au cœur de ce label. Et le produit, évidemment, on souhaite, dans un deuxième temps, trouver les relations, construire une nouvelle relation avec les acteurs des différentes filières pour que soit reconnue cette valeur que l'on produit. Et cette valeur, elle pourra être identifiée par des services environnementaux rendus sur la qualité de l'eau, on commence à avoir des données sérieuses, sur la biodiversité ou sur le stockage du carbone, qui sont les trois éléments constitutifs, il nous semble, ce qu'on appelle les paiements pour services environnementaux. Et là, on porte quelque chose d'intéressant. Le deuxième élément de valorisation, ça sera aussi une reconnaissance d'ordre plus politique. On sait qu'il y a des questions sur la politique agricole commune au niveau européen, il y a des évolutions dans la prochaine PAC. On n'a pas complètement tout compris, mais en tout cas, ce que nous disent les acteurs de ce dossier-là, c'est qu'on va modifier les financements publics envers l'agriculture pour aider les résultats. Et c'est le cœur de notre label. Et évidemment, la troisième source de valorisation, c'est directement sur le produit, soit pour des agriculteurs qui feraient de la vente directe et qui seraient en agriculture de conservation des sols, soit de façon indirecte avec l'ensemble de nos organisations professionnelles. Pour accompagner ça, il y a un gros besoin de formation. On n'a pas la prétention d'amener tous les agriculteurs, mais on a la prétention de poser la première pierre ou d'allumer la mèche, de dire si des agriculteurs qui travaillent depuis 20 ans, ces pionniers de l'agriculture de conservation des sols, allument le phare de l'objectif qui permet d'obtenir tous ces résultats, eh bien l'ensemble, on est persuadé que l'ensemble des institutions agricoles ne pourront que suivre pour aider les agriculteurs à se former. Et nous voulons reconnaître et faire reconnaître les agriculteurs qui sont à l'aboutissement de cette agriculture. Nous démarrons pour 2020 avec 200 agriculteurs labellisés. Nous en avons labellisé 60 dans l'ensemble de la France depuis le mois d'octobre. Ces 60 ont construit, en étant audités, le label, l'ont confirmé, l'ont infirmé, et c'est à partir de cela et à partir du salon de l'agriculture qu'on pourra retourner vers les 150 autres qui vont être labellisés dans l'année. Mais notre objectif, c'est qu'à l'échéance, ou notre rêve, mais il faut en avoir, à l'échéance de 2025, on ait 5000 agriculteurs labellisés, et pourquoi pas 10 000 en 2030, en ayant
100 000 agriculteurs en ACS en France. Et vous voyez qu'on peut se projeter, mais on s'inscrit volontairement dans une nouvelle offre globale au niveau de la politique agricole. Alors je vais laisser la place de façon un peu plus concrète à Florence, on va revenir un petit peu sur Terre. Florence, est-ce que tu peux nous expliquer comment c'est passé chez toi, quel est ton engagement et comment tu as travaillé à la construction de ce label? Donc, Florence Richard, je suis installée sur la ferme familiale depuis 15 ans pour continuer l'engagement des parents envers leur terre. Eux, il y a déjà 20 ans qu'ils avaient arrêté de travailler le sol avec la charrue. Ma ferme se situe aux portes du Marais Poitevin, en Deux-Sèvres, à côté de Niort. Je suis là pour donc apporter mon témoignage et je vous promets donc qu'à la fin de mon intervention, vous comprendrez mes motivations et mon attachement à ce label ACS au cœur des sols et donc son cheminement. La façon de produire évolue de façon logique. C'est pour ça qu'il y a déjà 9 ans que je pratique donc l'ACS. Pour moi, c'est par conviction et c'était aussi une réalité familiale pour avoir du temps de dégager pour ma famille, parce que les enfants étaient en bas âge à cette époque-là. Donc pour travailler moins et avoir plus de disponibilité. Et de rester aussi décideur. Décideur, c'est très important. C'est-à-dire qu'en fait, comme on est un peu innovateur, il y a très peu de personnes qui peuvent nous conseiller ou nous aider. Donc en fait, on se réapproprie aussi notre métier, notre travail. Donc il y a 10 ans, j'ai commencé l'ACS sur ma ferme, sur la totalité. Et donc j'ai arrêté le travail du sol. Donc juste le semoir pour semer et semer. Pour ne pas perturber donc les habitats et les habitants. C'est-à-dire que quand on travaille le sol, c'est comme un séisme, ce que je dis. Tous ceux qui sont là, on les balaye. Et il n'y a plus beaucoup de vie. La couverture du sol, pour ma part, certains terrains sont 12 mois par an couverts, et les autres, c'est 11 mois et demi. Cela permet donc de baisser la température du sol, on en a déjà parlé, mais même vous pourriez faire le test. Hein. En été, si un sol pas couvert va être très très chaud, et donc tout va mourir. Et quand il est couvert, s'il fait, mettons, 35 dehors, au soleil, vous mettez votre thermomètre donc, sous une végétation, il craque 20 degrés. Donc tous les organismes peuvent plus facilement résister et continuer à vivre. Également, donc, le troisième pilier, la diversité des cultures, donc sur la totalité de ma ferme. En 10 ans, ça représente pour moi 10 cultures différentes et 10 cultures aussi chaque année pour les couverts. Donc ça fait 20. Et sur les 10 ans, ça fait peut-être en tout 35. Parce que chaque année, c'est pas forcément le même. Donc à la suite de ça, je me suis dit, il faut qu'on échange. Donc il y a 8 ans, nous avons créé un groupe d'agriculteurs référents au sein de la PAD pour échanger et appuyer notre savoir et aussi surtout le transmettre, parce que ça c'est aussi très important. Avec une méthodologie et un référentiel co-construit et testé pendant 4 ans. Comme on en a parlé tout à l'heure, on a mis au point donc, les tests pour compter les vers de terre, pour voir comment la couverture de sol était faite, etc. Donc, si on continue dans l'évolution, ce qui était logique, c'est que venait la réflexion de la valorisation. Une fois qu'on a engendré un travail, on produit, mais qu'est-ce qu'on en fait après? Donc, il y a 3 ans, on a lancé la réflexion de la valorisation de nos fermes et de leurs produits. Donc, pourquoi ce label au cœur des sols? Pour une reconnaissance officielle en France et sur notre territoire de travail d'agriculteurs ou d'agricultrices en ACS, avec les 3 piliers reconnus par la FAO. Parce que souvent aussi on entend autour de nous, ah mais je fais de l'agriculture de conservation, les outils des sols.
Parce qu'ils font l'agriculture de conservation en travaillant le sol. Ils oublient un pilier. Donc ça, c'est très important. Et je tenais à le préciser. Alors, préserver et produire, ce sont deux choses aussi qu'il faut noter. Préserver le patrimoine, la terre, l'air et l'eau. L'air, parce que lorsqu'on travaille le sol, vous pouvez voir en été des grands nuages de terre, donc la terre qui s'envole. En ACS, vous avez plus ce phénomène-là. Et l'eau, quand il y a des phénomènes d'eau, des abats d'eau, l'eau dans les ruisseaux, par exemple, devient boueuse. Donc elle est bleue, mais elle est marron. Produire aussi localement, c'est important, pour nourrir avec des produits sains, comme vous en avez parlé. Un sol sain, c'est un produit sain. Sain, pourquoi? Parce que il y a de la vie dans nos sols et sous nos pieds. Je constate, moi, sur mes terres, il y a toujours énormément de gibier. Les abeilles, elles ont à manger toute l'année, puisqu'il y a toujours une végétation. Les carabes aussi, les sauterelles, les limaces, les campagnols, les oiseaux, toute la chaîne en fait alimentaire. Une particularité de ma ferme, je n'utilise pas d'insecticides. De fongicides, j'en utilise 25% de la dose officielle, et quelquefois pas. Et autrement, je suis en dessous de la moyenne régionale dans l'utilisation des produits phytosanitaires. Alors, comment on s'est organisé pour ce label? Eh bien, un groupe, bien sûr, toujours, un groupe d'agriculteurs. Qu'est-ce qu'on a fait? On s'est réunis, on a listé, on a réfléchi, on a écouté des personnes, on a auditionné, on a analysé et on a posé les fondations. On a déployé donc une étude qui vous a été présentée. Et ensuite, ça n'a pas été facile, mais un nom, on est sorti, donc au cœur des sols. Je ne sais pas si vous avez vu qu'il y avait aussi, donc, au cœur des sols, 3 lettres, qui c'est ACS. Et ça, c'était aussi important pour nous. Parce que depuis le temps que, même si dans l'étude montre qu'il y a des personnes qui ne connaissent pas ce que c'est l'ACS, les jeunes générations à l'école, on en parle. Et finalement, si on avait mis un trait sur ces 3 lettres, il fallait recommencer tous les efforts qu'on avait faits à zéro. Et comme ça, avec ce nom-là, et en gardant ces lettres-là, il y a un symbole qui est très fort. J'appuie ça aussi par rapport à mon fils qui est en école d'agriculture. Et donc, ça permet aussi d'avoir des retours. Donc aujourd'hui, moi, sur ma ferme, je suis labellisée, donc au cœur des sols, et aussi HVE. Donc le label, comme on en a parlé, c'est un permis à points. Donc c'est toujours des plus, c'est pas forcément des moins. C'est ça qui est aussi bien dans la construction que l'on a réfléchi. Moi j'ai pratiquement tous les points, parce que de toute façon j'en étais persuadée, puisque j'ai des abeilles, il y a des haies, je respecte les 3 piliers, etc. Donc peut-être ce que François n'a pas dit, lorsque l'on est audité, il ne suffit pas de dire à la personne « oui, moi je fais ». Il faut aussi apporter les preuves, parce que sinon c'est trop facile. Donc il y a une vérification quand même. Donc voilà par rapport au cheminement de ce label. Mais finalement, on est arrivé au label, on a ce permis à points qui permet de labelliser. Mais qu'est-ce qu'on en fait après? Eh bien, il y a deux solutions. C'est donc valoriser le produit qui sort de nos fermes et valoriser donc la ferme dans son ensemble.
Donc le produit pour les citoyens, c'est ce qui est plus en lien direct, et donc la ferme plus par rapport donc, aux entreprises, pour valoriser le carbone. Parce que la plupart des entreprises, finalement, elles investissent donc, pour compenser leur gaz à émission de serre à l'étranger. Alors pourquoi elles n'investiraient pas sur place dans le local Et aussi, par rapport à mon entreprise, ce que l'on va constater, il faut avoir de plus en plus donc, de diversité de cultures. Donc, au bout d'un moment, on a un frein, il y a un mur. C'est-à-dire que moi, ça fait 2 ans que je fais de la lentille de consommation. Et cette année, et ce sont des contrats, je fais également du sarrasin. Et cette année, on m'a dit non, il n'y a plus de contrat. Donc ça remet en question aussi notre équilibre et nos rotations. Donc peut-être que finalement avec ce label, eh bien, je vais pouvoir valoriser ma culture, plutôt qu'elle s'en aille avec tout le monde dans une cellule et vendue en anonymat. Donc ça, c'est un exemple de valorisation possible. Alors, qu'est-ce que j'attends de ce label? Donc, éventuellement, ceci. Il y a déjà des collègues, vous verrez, qui ont des produits et qui ont des produits qui sortent de leur ferme et qui peuvent déjà mettre le label, donc, ce qui n'est pas forcément mon cas. Donc, ce que j'attends de ce label, c'est donc une reconnaissance citoyenne, politique et humaine de territoire pour sortir la CS de l'anonymat. Parce que même si on en parle, j'ai l'impression que souvent, on glisse sur nous. Faire comprendre aussi donc, au territoire cette 3e voie, donner de l'espoir aux consommateurs, parce que je pense qu'ils en ont besoin, aux promeneurs aussi, qui sont des citoyens, ou donc aux entreprises, comme je vous disais, qui investissent en carbone au-delà des frontières. Moi, ma ferme, elle stocke du carbone. Mon taux de matière organique est proche de 6. Alors, avec tout ça, c'est bien beau, c'est ce qu'on attend. Et on attend quand même plus, j'attends aussi des engagements financiers. Financiers par rapport au carbone, comme on en a parlé, et par rapport à la vente de produits et la qualité de l'eau. Parce qu'il y a des agences de l'eau qui reconnaissent et d'autres qui ne reconnaissent pas la CS. Donc voilà le cheminement collectif et la construction des agriculteurs responsables pour valoriser nos fermes. Donc je vous invite à parler de ce label autour de vous pour appuyer ce nouvel élan et cette 3e voie, pour relayer notre concept de travail, de vie, de respect de la nature et d'agriculteurs innovateurs qui persévèrent et respectent, je ne le dirai jamais assez, l'air, l'eau et le sol. Le sol de chacun d'entre nous, de chacun d'entre vous. Et aussi, je vous invite à venir nous voir au Salon de l'Agriculture. On aura plein de choses aussi à vous montrer. Merci Florence. Alors pour terminer, parce que vous avez vu que c'était dense, hein, on ne fait pas des conférences de presse tous les jours, hein, donc on s'est dit, quitte à en faire une, au moins que vous ne partiez pas déçus. C'est quoi l'avenir? Parce qu'en fin de compte, là, on a l'impression d'avoir beaucoup travaillé, mais on a juste posé une petite pierre. Le label au cœur des sols, c'est une petite pierre. Pour nous, c'est plus qu'une pierre, c'est une fondation. C'est vraiment quelque chose qui est très très important. Mais on a bien conscience du chantier qu'il y a devant nous pour à la fois faire connaître et reconnaître ce label par les concitoyens, par nos voisins. Il y a un enjeu aussi, Florence l'a dit, faire reconnaître nos pratiques auprès des décideurs, des hommes politiques, des agences de l'eau, auprès de l'Europe, mais également
auprès des journalistes qui sont souvent des très bons ambassadeurs quand ils ont compris en quoi ce qu'on porte est un enjeu collectif. Donc évidemment qu'on restera disponible. La démarche du label aujourd'hui qui est posée sur la table, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est labelliser 200 agriculteurs en France cette année. C'est rentrer en relation encore plus fort avec différents partenaires, que ce soit des entreprises privées, je l'ai dit, les politiques, pour que si la démarche qu'on porte leur paraît, mais moi j'en suis un peu certain, comme étant une nouvelle voie d'avenir, venir nous épauler pour que ensemble, ça reste pas simplement juste une pierre posée dans notre jardin, mais que ça reste bien, que ça soit le fondement de l'agriculture pour demain. Alors, on vous invite à venir au salon. Au salon, on va labelliser officiellement les premières fermes en agriculture de conservation des sols. Pendant les 10 jours, tous les jours, il y aura des agriculteurs de France labellisés avec qui vous pourrez discuter. Donc, incitez vos auditeurs, vos lecteurs à venir nous voir. On sera là pour ça. Il y aura la possibilité de signer un petit peu une charte de reconnaissance de ce label au cœur des sols. Donc on sollicite évidemment les décideurs de France qui veulent venir. Et je ne peux pas terminer sans lancer un appel, pourquoi pas au président de la République. On a participé aux États généraux de l'agriculture. On a entendu son message qui était de dire oui, le partage de la valeur ajoutée doit se faire de façon plus cohérente. Oui, les agriculteurs doivent se prendre en main pour pouvoir obtenir la juste rémunération. Eh bien, on lui propose une démarche qui est sûrement particulière parce qu'elle n'est pas sur des produits, qu'elle est sur l'acte de production, mais il nous semble répondre entièrement à cette demande. Alors, par l'intermédiaire de vous, je lui lance l'invitation pour passer nous saluer au Salon de l'Agriculture.